خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند ازول في الاول والسلام عليكم جيسبر راكم ملاح ميم مثلا بالي ماش تكونوا ملاح وما راكمش ملاح على جوش مصاري في البلاد اليوم on a accueilli quelqu'un de très sympathique, de très intéressant, اللي مضالي تشوفوه بالك sur d'autres plateaux de télévision mais qui est avec nous aujourd'hui ce soir sur Algérie Parle. Hassan Hilache, مرحبا بك. Sois le bienvenu, ça me fait plaisir, vraiment plaisir de t'accueillir Hassan. Merci. J'ai eu le plaisir et l'occasion de te rencontrer souvent sur certains plateaux de télévision. Hassan Hilache, ça fait depuis, même si ça fait 40 ans qu'il est à l'étranger, mais ça fait plus de 40 ans qu'il est militant. Militant de la cause berbère, militant de la cause de la démocratie. C'est ça, je me trompe pas. Tout à fait. Des droits de l'homme. Quelqu'un qui connaît l'Algérie de près. C'est un bon observateur de l'actualité algérienne. L'un des visages du Hirak, ici même à Paris. Marhaba bik Khoya Hassan, l'un des acteurs de la diaspora algérienne. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir Hassan. C'est gentil. Voilà, donc ce soir, Yajma'a, marhaba bik pour ceux qui nous rejoignent. On va débattre de l'actualité, on va tout dire, on va essayer d'analyser, on va essayer de comprendre ensemble. Pas de censure, pas d'interdit. Tu connais la règle Khoya Hassan, exprime-toi comme tu veux, tu es chez toi. Les questions, on essaie de lire vos questions. Si vous avez des questions à nous poser, on essaiera d'y répondre avec grand plaisir. Hassan, alors, hier c'était le procès de Karim Tabou qui a duré, je pense, je sais pas, je suis en train de faire des recherches, mais je n'ai pas vu ailleurs un procès aussi long dans l'histoire. Je crois qu'on a battu un record. D'ailleurs, le procès de Boumela, il a duré plus de 16 heures. Le procès de Karim Tabou, il a duré plus de 18 heures. 18 heures, plus de 100 avocats qui ont plaidé. Record mondial ou pas? Est-ce qu'on a eu des cas similaires ailleurs dans le monde comme ça? Et qu'est-ce que ça te fait? Comment tu as vécu la journée d'hier? Parce que tu as le procès. Je pense que c'est une journée triste pour l'Algérie, parce qu'il ne s'agissait pas du procès de Karim Tabou, qui est un militant qui aime l'Algérie, qui se bat depuis qu'on le connaît, depuis adolescent, pour que l'Algérie soit un pays démocratique. Et c'était un procès du régime, un procès du système. Donc c'était une occasion pour l'opinion de voir que malheureusement l'Algérie, au lieu d'élever ses enfants à des postes d'autorité pour qu'ils gèrent le pays, eh ben non, ils les empêchent de parler, ils les empêchent d'exister, ils les empêchent de vivre tranquillement, ils les empêchent de faire des propositions pour ce pays-là. Donc j'ai vécu cette journée, Abdou, comme une journée triste. Et comme c'était l'anniversaire de l'assassinat de l'Arbi Ben Hidi, il y a un lien. Il y a un lien parce que tout simplement, nous sommes toujours dans la problématique du système colonial, c'est-à-dire des institutions héritées de la colonisation. Et à partir du moment où les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc les mêmes institutions qu'il y avait, qui broyaient l'Algérien avant 62, broient toujours l'Algérien aujourd'hui en 2020, parce que nous n'avons pas osé, enfin les pouvoirs successifs n'ont pas osé, n'ont pas voulu ou n'ont pas su déconstruire le système colonial, achever ou parachever la lutte anti-coloniale pour que l'Algérien vive en liberté. Donc c'était une journée triste. Voilà. Triste, mais aussi il y avait une polémique, Hassan. Je voudrais vraiment que tu me dises ce que tu entends sincèrement. Oui. Parce que le Barah, moi je tiens à parler de ça parce que hier, beaucoup de nos lecteurs et lectrices et des gens qui nous suivent nous ont envoyé pas mal de correspondances et pas mal de messages. Il se trouve qu'hier, c'était aussi à Chlef, qui a plus de 200 km d'Alger, à l'ouest du pays. Il y avait aussi le procès de Toufer Hassani. Hassani, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le fameux policier qui s'est rebellé au sein de la police et qui a présenté un message d'excuse sur Facebook où il a dit « Je m'excuse au nom de tous les policiers pour les violences qui sont infligées par les policiers aux étudiants. » Donc il s'est excusé officiellement. Ça lui a fallu beaucoup d'ennuis. Il a été après convoqué, il a fait de la prison, il a été placé son mandat de dépôt pour le Haraj. Il en est sorti, d'ailleurs, juste, c'était le 4 janvier. Le 2 janvier, c'était le 2 janvier, il est sorti d'ailleurs.
مع les 76 manifestants تاع الحراك اللي خرجوا مخدر بورقعه الجنرال بن حديد اكسيتيرا الدفعه الاولى كما يقولوا هنا تاع لي بريزونيي دوبينيون البارح on a vu qu'il y avait pas beaucoup d'avocats pratiquement pas d'avocats il y a eu la photo de son père qui a circulé tout seul dans le tribunal alors là on a vérifié l'information son père n'était pas tout seul جاوا ليه 3-4 avocats les rahoulés qui sont déplacés qui l'ont assisté parce qu'il a été convoqué par rapport au juge d'instruction etc. Il y a eu une polémique. Pourquoi 100 avocats pour Karim Tabou et pas assez d'avocats pour les autres? Est-ce que là les avocats, moi j'ai beaucoup de respect pour les avocats, je pense qu'ils ont le droit de défendre comme ceux qu'ils veulent. Moi je tenais à leur rendre hommage, à 4h du matin, ils travaillent gratuitement, de manière bénévole. Mais est-ce qu'il y a un problème Hassan par rapport aux autres détenus qui ne sont pas aussi célèbres? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rebooster la mobilisation pour qu'ils puissent bénéficier de la même médiatisation et de la même protection juridique que ceux qui sont célèbres? Il y a un problème là-dessus, mais on peut mieux faire. Très honnêtement, je pense que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Il y a des personnes qui ont été défendues avec peu d'avocats, d'autres avec beaucoup d'avocats. Il y a le phénomène de médiatisation. Il y a le phénomène aussi, effectivement, d'être un militant connu ou pas. Karim Tabou, il est sur la scène politique depuis des années et des années. Il ne faut pas oublier qu'il était premier secrétaire du Front des Forces Socialistes, du FFS. Et donc, c'était un vieux militant, même s'il est relativement jeune. Et donc, évidemment, on peut regretter que ce policier ne soit pas soutenu, peut-être un peu plus, mais je pense qu'il est aussi soutenu. Et c'est à son honneur, en tout cas, d'avoir été capable, d'avoir osé défier le système et dire ce qu'il pensait et s'insérer dans le Hirak, dans le mouvement qu'on a connu depuis février. Donc ce policier, il faut lui rendre hommage. Mais je pense qu'il n'y a pas lieu de comparer, ça ne sert à absolument. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Hassan. J'ai tenu à te poser la question parce que je pense que nous sommes d'accord. Mais il fallait l'expliquer aux gens. Oui. C'est que c'est pas grave. Karim Tabou a eu plus d'avocats que Hassani, le policier Hassani. C'est parce que Karim Tabou il a un parcours politique, il a un ancien du FFS, etc. Hassani a été défendu par des avocats. Ils n'étaient pas 100, effectivement, mais c'était 3 ou 4. Donc ça, il faut le dire. Parce que les gens ont dit sur Facebook qu'il n'y avait personne pour lui, que son père était tout seul à Shlef. Ce n'est pas vrai. Baba Bakash Wahdo. كانوا معاه محاميين ما كانوش 100 voilà c'est pas la même affaire Karim Tabou a eu ça fait plus de 6 mois c'est un procès politique Hassan il faut lui rendre hommage mais Balak Hassan il faudrait peut-être qu'est-ce que tu penses d'une idée comment à laquelle j'ai réfléchi ou alors je me dirais de la diaspora ici en France la diaspora algérienne en France ou ailleurs pourquoi ne pas créer un fonds de soutien pour aider les avocats algériens pour financer les poursuites judiciaires ou là un fonds de mobilisation pour travailler avec les organisations mondiales. Mine de rien, selon les derniers chiffres, il y a encore 145 personnes recensées officiellement encore en prison. Il y a de ceux qui sont recensés officiellement. Mais ça va c'est des chiffres qui sont officieux. Les chiffres officiels, il y en a peut-être pas beaucoup plus. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Est-ce que c'est pas réalisable qu'au lieu de se voir chaque dimanche à République, peut-être il faudrait structurer davantage avec une ONG juridique? Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui es sur le terrain depuis des années. Moi, ce que je pense, c'est que c'est aux gens qui sont sur place d'exprimer leurs besoins. Je sais que le premier besoin, c'est de médiatiser leurs actions ici, et donc d'avoir en quelque sorte une espèce de miroir ici en Europe, en Amérique. C'est ce qui a été fait depuis les années 1980 à maintenant. Donc il y a un Hirak en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Je pense que c'est extrêmement important que ce qui se passe là-bas soit reflété ici, au niveau international. Maintenant, s'il y a un besoin effectivement financier, oui, il y a des jeunes capables tout à fait d'organiser des collectes et nous sommes capables ici de cotiser et d'aider des avocats auxquels il faut rendre hommage, notamment les jeunes avocats qui n'ont pas encore une clientèle et qui n'ont pas encore une assise et qui se battent tous les jours
et se nourrissent d'un sandwich ou sont transportés dans des bus ou des trains, transports en commun, etc., qui n'ont pas leur propre véhicule, qui n'ont pas les moyens, effectivement, mais qui défendent quand même des prisonniers gratuitement. Exactement, il faut le rappeler à chaque fois. Vraiment, les avocats algériens, c'est des bénévoles. C'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler de manière bénévole. Quelqu'un qui est Abdelghani Badi, il a complètement négligé son bureau, son cabinet, il travaille pratiquement plus, il passe son temps à se déplacer d'une wilaya à une autre. Mais Abdelghani Badi, il a une famille à nourrir, il a des enfants à élever, il a un loyer à payer, il a ça. Donc, il faut jamais cesser de dire que les avocats font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Et ça, c'est des gens qui ne sont pas conscients de ça, Hassan. Cela dit, Abdou, moi je pense que même à l'intérieur de l'Algérie, il y a des gens qui sont prêts à donner des moyens. Si tant est qu'il y ait une organisation minimale pour collecter des fonds, pour collecter justement un certain nombre de moyens financiers ou matériels, c'est tout à fait possible aussi en Algérie. Les Algériens sont très généreux. Et on l'a vu au niveau du Hirak, comment des gens sortent des repas, sortent de l'eau, aident, en tout cas, on l'a vu surtout pendant le Ramadan, pendant l'été, les gens sont aidés dans la rue, dans leurs actions de tous les vendredis, de tous les mardis. Donc les Algériens sont vraiment généreux. Et on peut faire déjà à l'intérieur même du pays. Non, à l'intérieur, il y a des choses qui sont faites, ce qui est sûr. Mais voilà, il y a une crise économique, il y a une crise financière. On ne va pas le nier, Hassan. La diaspora algérienne vit mieux que les gens qui sont à l'intérieur du pays. Oui. C'est pas le même. Tu gagnes mieux ta vie quand tu es payé en euros, ou en livres sterling, ou en dollars américains, ou en dollars canadiens. C'est-à-dire, c'est les. Voilà. Moi, je soumets une proposition pour les gens qui me. Ceci dit, il faut rendre hommage aussi aux associations qui se battent ici, les associations du Hirak. Des droits de l'homme, de lutte justement contre la répression, etc., et qui n'ont pas de moyens non plus. C'est des étudiants, des travailleurs qui touchent le SMIC, ou c'est des chômeurs, etc. Il ne faut pas croire que, parce qu'on est en France, qu'on est dans l'opulence. Donc il y a des Algériens... On te demande, Hassan, de lever un peu la voix pour qu'on t'écoute encore mieux, parce qu'il y a des gens qui t'écoutent. Essaie de parler juste un peu plus fort, comme ça va t'écouter mieux. Entendu. Parce que le problème, c'est qu'il y a la connexion en Algérie. Voilà, il y a des gens qui viennent de Tindouf, de Béchar, même de l'intérieur du pays. Là, je les salue. Voilà, non mais voilà, les gens comprennent, ils n'ont malheureusement ni la 4G, ni la fibre, ce qu'on a dans les pays développés malheureusement. Ça c'est la conséquence de plus de 30 ans de règne d'un régime complètement aux abois. Voilà. Le régime algérien, depuis 1962, a essayé par tous les moyens, justement, d'isoler l'Algérien du reste du monde. D'où d'ailleurs, s'il n'y a pas de tourisme aujourd'hui en Algérie, ça a été une politique, ça a été une volonté des pouvoirs successifs de couper les Algériens du reste du monde, et donc d'empêcher la circulation des idées, la circulation des hommes, la circulation des livres, de l'information, etc. Justement, Hassan, on va parler de ça, de ce problème-là, de la circulation des idées, des informations. Hier aussi, ça a été, hier et aujourd'hui, il y a eu aussi le procès en appel à la cour d'Alger, donc le Majlis Qada al-Jazair al-Asima, fait le Wissou, les balades bzam le Jazairiens يعرفوا, الجزائريين يعرفوا. Il y a eu le procès en appel de l'affaire le montage des véhicules, les privilèges illicites à montage des véhicules, ou le financement de la campagne électorale. Les affaires où Yahya, Sellal, plusieurs anciens ministres, comme Youssef Lisfi, Bedda Mahjoub, ou Abdelghani Za'lan, ancien ministre des Transports, Ali Haddad, Mazouz, Bayri. C'est un procès en appel où le procureur de la République, il a aggravé les peines. C'est-à-dire, à décembre, lors du premier procès, ضربوهم بال 12-15 سنة. المرة هذه ضربوهم ب 20 سنة. يعني le procureur, il a demandé 20 ans. بصح واش قال البروكورور؟ يعني عطاهم لوسون مورال. انتم خداعين، خدعتوا الوطن، خدعتوا اكسيتيرا، وخدعتوا يعني vous avez trahi le pays, vous avez trahi la patrie. Ce qui est intéressant à ça, c'est que le juge, il s'est justifié. Parce que Sellal ou Yahya, ils ont demandé la présence de Bouteflika. On était des simples ministres. C'est lui qui nous a donné les instructions, les lois. Nous n'avions fait qu'appliquer ce qu'il a dit.
comme toutes les autres institutions du pays, ont appliqué ce qu'il a dit. Donc il faudrait le juger lui aussi, au moins le ramener pour témoin. Où je le juge, malheureusement, il n'a pas fait ce qualificatif. Il a dit cette cour n'a pas pour compétence de juger le président de la République. Or, si on voit la loi algérienne, elle n'a pas aussi pour compétence de juger un ancien ministre. Il faudrait que ce soit la Cour suprême ou la haute cour d'État selon les articles de la Constitution. Mais la question qui revient maintenant, faut-il, oui ou non, juger Abdelaziz Bouteflika? Et qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que la justice est capable et réellement prête, la justice algérienne, de le juger et comment le juger et où le juger? Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de juger le système, de juger le FLN, de juger le RND en tant qu'institution. Bien évidemment, on peut aussi s'intéresser au passé de Bouteflika, de ses ministres, de ses premiers ministres, etc., parce qu'ils ont été les acteurs de ce système-là, ils ont été les maillons de ce système-là. Donc je ne vais pas pleurer en voyant tout cet aéropage devant des juges, devant des procureurs, alors même que je sais que ces juges et ces procureurs, eux aussi ont été les maillons de ce système-là. Donc, Bouteflika, c'est pas le cerveau du système pour toi? C'est pas lui l'architecte du système quelque part? Bouteflika était un des maillons du système qui a été instauré depuis 1970. Bouteflika était un petit agent de Boumediene, de Abdel Nasser, de Fethi Dib. Donc on peut remonter à très loin, on peut remonter avant 1962 si on doit véritablement analyser ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est pas une question de voir tel individu, tel autre individu, etc. Alors même qu'ils doivent répondre effectivement devant la justice, devant le peuple algérien, parce qu'il y a eu de la gabegie, il y a eu des gens qui ont été arrêtés alors qu'ils ont été innocents, il y a eu des Algériens torturés, il y a eu des assassinats. Ça a été une catastrophe. L'Algérie a vécu une véritable catastrophe depuis 1962. C'est un véritable détournement de l'histoire. Donc, effectivement, il faut juger et les hommes et le système. Parce qu'aujourd'hui, le Hirak, il s'élève contre quoi? Contre ce système-là. Quand il dit Haouga, non seulement les hommes qui représentent ce système doivent partir, mais aussi reconstruire la nation, reconstruire les institutions, repartir sur une base tout à fait neuve qui permette à l'Algérien de jouer un rôle à tous les niveaux, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, et d'être acteur de son destin. Jusqu'à présent, l'Algérien est seulement passager et voudrait être copilote de son avion. Donc, pour répondre de façon directe, oui, Bouteflika doit répondre aussi devant la justice, devant le peuple algérien, mais ces ministres et ces anciens ministres ne peuvent pas se déjuger en disant que c'est Bouteflika, on n'a fait qu'obéir, etc. Ils pouvaient démissionner. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont soutenu le programme de Bouteflika, ils ont soutenu les actions de Bouteflika, ils ont soutenu le système Bouteflika et le système Boumediene, ainsi de suite. Donc ils doivent répondre devant le peuple algérien. Mais est-ce que la justice algérienne, elle est prête pour juger Boubou? Et donc comment? Parce que le pouvoir algérien Hassan ne veut pas instituer une haute cour de l'État. Normalement, la constitution algérienne, dans son article 158, l'actuelle constitution, elle dit quoi? Elle dit qu'il faut qu'il y ait une haute cour d'État. Elle dit la haute cour de l'État, elle peut juger tous les anciens responsables. Parce que, il y a quand même un normal. Elle a été jugée Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, sinon on juge les sercopotats ben, ou les sercopotats morceaux qui, etc. Et c'est pas sérieux tout ça. T'as pas l'impression que c'est une mise en scène tout ça? Abdou, tout est mis en scène. Parce que c'est pas parce qu'une loi ou une institution n'existe pas que malheureusement on n'agit pas, que le système n'agit pas. On a bien condamné des gens qui portaient le drapeau amazigh alors qu'il n'y a aucune loi, aucune règle qui interdit de porter le drapeau amazigh. On a condamné des gens pour de simples publications sur Facebook. Voilà, de simples publications pour avoir tout simplement exprimé des opinions, etc. Et ça, c'est pas dans la loi. Donc, ce n'est pas prévu par les textes en place. Donc,
je ne vois pas comment on pourrait défendre le fait qu'il n'y ait pas une institution pour juger ces personnes-là, et qu'en même temps on accepte de condamner des gens, de juger des gens en absence de texte. On est exactement sur le même principe. Hein. Absolument. Donc, comme on a jugé, en fait, c'est clair ce que tu dis, Hassan, comme on a mis en prison des gens pour un drapeau berbère ou pour une publication sur Facebook, pourquoi ne pas juger Bouteflika aussi? Quand on accuse un civil de porter atteinte au moral des troupes, c'est quand même, je dirais, infantile, ça. C'est juste condamner des gens par avance. Non, en plus, Hassan, Bouteflika est encore à la résidence présidentielle de Zeralda. Alors la résidence présidentielle appartient à l'État, à la présidence de la République. Et lui, il n'est plus président de la République, on l'a destitué. Mais il continue de jouir des privilèges d'un statut de président de la République. Est-ce que le régime, le pouvoir algérien veut le protéger? Qu'est-ce qui se passe selon toi? On veut le protéger, on ne veut pas l'humilier parce que c'est un symbole. C'est quoi la symbolique de tout ça? Elle peut être révélatrice de quoi? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a les facteurs endogènes, les facteurs internes à l'Algérie, et il y a toujours le système en place, et le système en place défend encore un certain nombre de ses acteurs. Et Bouteflika en fait certainement une partie. Après, il y a les facteurs extérieurs. Je pense que Bouteflika a des appuis aussi au niveau étranger. Il a vécu des années au Moyen-Orient, dans les Émirats, et les Émirats sont des acteurs, malheureusement, de la politique algérienne. Ils influencent de façon absolument significative la politique algérienne. Donc, il y a aussi l'image de juger un président. Ça ne les gêne pas d'assassiner un président, mais ça les gêne de juger un président. Grande question, grande question. Mais Hassan, finalement, on parle de ce régime de justice, etc. Est-ce que le pouvoir algérien a réellement changé, Hassan? 18 heures et année pour juger Karim Tabou. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste critiqué Gaïd Salah. Une fois, quelqu'un m'a dit, il m'a envoyé un message, et le procès d'Abdoumala, 15 heures, un procès de 15 heures pour une publication sur Facebook. C'est pas un signe de décadence, ça, de sous-développement? Ça, ce pouvoir algérien, depuis le 22 février, ça fait plus d'une année. Est-ce que rien n'a changé? Une presse bâillonnée, des gens en prison, un régime autoritaire, des opposants encore en exil. La preuve, nous, sous Platon, on ne peut pas le faire à Alger. On est obligé de le faire à l'étranger. Donc, est-ce que le pouvoir n'a rien changé, finalement? Les institutions qui produisent de la violence n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est le rapport entre le peuple algérien et ceux qui détiennent le pouvoir. Ce rapport-là a complètement changé. Les Algériens n'ont plus peur de ce système, n'ont plus peur de ces acteurs-là. Et on voit très bien que le système n'arrive pas, il est dans l'échec, il n'arrive pas à faire entrer les Algériens chez eux. Le Hirak est toujours dans la rue et les Algériens se battent toujours. Ils ont toujours leurs revendications qui sont là. Et ils ont un programme bien dessiné. Ils veulent, et nous voulons avec eux, un pouvoir civil et non militaire, un système civil et non militaire. Ils veulent qu'il y ait la démocratie. Ils veulent qu'il y ait un changement des institutions. Ils veulent qu'on arrête la gabegie, que la justice soit libre. Donc cette justice-là qui est en train de juger Karim Tabou, Karim Tabou s'est battu pour ces juges-là. Il s'est battu pour cette propriété. Pour leur indépendance. Absolument. Donc on est dans une situation absolument paradoxale. C'est-à-dire accuser quelqu'un qui nous défend. Les juges et les procureurs sont en train de mettre en difficulté les gens qui les défendent. C'est le paradoxe de l'Algérie. Est-ce qu'on va gagner, Hassan, honnêtement? Est-ce que le Hirak finira par gagner? Je te raconte une anecdote. J'ai rencontré ici, dans les rues de Paris, une vieille femme, une Algérienne qui est exilée depuis des années. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer, بدات تبكي مسكينة. قالت لي يا وليدي عيينا قالت لي كبرنا. L'indépendance, le printemps berbère, 1980, 2001, les événements de 2011, octobre 98, ملي حنا زدنا وحنا les Algériens on se bat. ملي
depuis qu'on nous sommes nés, on se bat, on se bat, on se bat. Alors que des pays ont fait une seule révolution, une seule révolte, ils se sont révoltés, ils se sont émancipés, ils sont devenus, ils ont un pays développé, ils ont la croissance, ils ont la richesse, les buildings. Pour le même problème. État civil et pas militaire. Pourquoi c'est une malédiction? Ou c'est parce que. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi le changement tarde en Algérie? Pourquoi? Donc moi, cette dame m'a vraiment interpellé parce qu'elle était en larmes. Elle me dit, mon fils, j'en ai marre. Je suis fatigué. J'imagine elle-même, elle a des années de lutte, etc. On sera un jour fatigué, ou pourquoi ça tarde réellement? Ça tarde parce que nous avons affaire à un système parfois autoritaire, parfois dictatorial, un système militarisé, il faut le dire. Et malheureusement, il y a un certain nombre de généraux qui n'acceptent pas le changement. Et ils n'acceptent pas le changement pour plusieurs raisons. D'abord, ça fait partie de la culture algérienne. On a peur du changement. Ça fait partie des cultures, on va dire, des pays musulmans. Le changement au niveau personnel, au niveau des groupes sociaux, au niveau politique, au niveau même sociétal. Donc, il y a une peur du changement, d'un point de vue déjà culturel. Après, ils ont peur du changement parce qu'ils ont des privilèges. Ils ont peur du changement parce qu'ils sont mouillés dans un certain nombre d'affaires, et pas toujours claires. Ils ont peur du changement parce que ils n'ont pas la culture de la démocratie, ils n'ont pas la culture de l'ouverture, ils ont vécu toute leur vie dans des casernes et ils gèrent le pays comme ils gèrent une caserne. Et ils ont peur du changement parce que ils ont peur que ça retombe sur eux. Et eux-mêmes, ils ont mis un certain nombre de leurs collègues devant les juges, ils sont en prison, etc. Et donc, comme c'est un système multicéphale, il y a donc un certain nombre de clans, et les clans se méfient les uns des autres. Et il y a des clans qui voudraient bien lâcher, mais ils ont peur de se retrouver en prison ou dans des difficultés, etc. Donc en fait, c'est une équation complexe. C'est tout un engrenage, d'autant plus qu'il y a un certain nombre aussi de puissances étrangères qui veulent pas qu'il y ait des changements. Et parce que l'Algérie est un pays qui compte, d'un point de vue historique, d'un point de vue géographique, géopolitique, etc. Un changement en Algérie va être peut-être un effet domino par rapport aux pays qui sont proches au niveau de l'Afrique du Nord, au niveau du Moyen-Orient, au niveau même d'un certain nombre de pays d'Afrique, etc. Donc c'est un maillon extrêmement important dans le système mondial. Il y a des puissances étrangères qui voudraient maintenir le système en place parce qu'il les sert. Si avant, il les servait d'un point de vue économique, au niveau notamment de l'importance du gaz, de l'importance du pétrole dans l'échiquier mondial, aujourd'hui c'est sécuritaire. Très certainement, et on l'a vu, que l'armée algérienne, les services algériens servent les intérêts des puissances telles que les États-Unis, l'Europe, la Chine, les pays du Moyen-Orient. Donc il faudrait aussi qu'on aide nos officiers à sortir de cet engrenage-là. Mais comment, Hassan? Comment les aider? C'est ça le problème. On a l'impression que ce régime algérien, c'est un pays au sein d'un pays. C'est vrai qu'ils vivent entre eux, ils réfléchissent autrement. Comment leur accéder? Maintenant, il y a Tebboune. On fait quoi de Tebboune? Est-ce que c'est lui le porte-parole des militaires ou pas? Au sein des militaires, on ne sait pas qui c'est qui gouverne. C'est quoi le secret du pouvoir algérien? On a l'impression que c'est beaucoup plus compliqué que la Corée du Nord. C'est quoi sa spécificité? C'est toi, par exemple, un étranger te dit, définis-moi le pouvoir algérien. Quelle serait la définition que tu vas lui donner? Moi, c'est très simple. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Le pouvoir algérien a été façonné depuis 1962 par un coup d'État, et un coup d'État militaire. Et il a été fait sous la houlette de Jamal Abdel Nasser et de Fathi Edid, et il a continué à fonctionner comme ça avec l'armée des frontières. Et c'est cette culture-là, du coup d'État, c'est cette culture du pouvoir militaire qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui,
lors même que nous avons des façades civiles, soit en termes de présidence, soit en termes de gouvernement, soit en termes d'autres institutions. Donc si je dois définir le régime algérien, c'est un pouvoir militaire, et malheureusement les pouvoirs militaires ont du mal à partir. Et on l'a vécu dans les pays de l'Est, on l'a vécu dans les pays d'Amérique du Sud, dans les pays du Moyen-Orient, etc. On a vu ce qui s'est passé. Et si dans certaines régions du monde, comme les pays de l'Est, ils ont eu, la pression des puissances occidentales pour lâcher le pouvoir, dans les pays comme le nôtre, cette pression n'existe pas. Je rappelle par exemple qu'en 1980, ce qui s'est passé en Algérie, en Kabylie, qui était un mouvement le premier printemps berbère, 1980. Voilà, qui était un mouvement puissant, c'était un mouvement beaucoup plus puissant que celui de Gdansk en Pologne, mais il s'est trouvé que les Occidentaux... Voilà, à Gdansk, sur les Danois, ça a réussi. Voilà, ont fait pression sur le général Jaruzelski, tandis que le colonel Chadli n'a eu aucune pression, bien au contraire, il a été aidé et soutenu par ces mêmes puissances qui ont voulu faire pression, qui ont voulu dégager le système militaire polonais. Donc le monde est contre nous. Enfin, quand je dis le monde, les puissances mondiales, ça ne les arrange pas qu'il y ait une démocratie en Algérie, clairement, c'est ça? Un certain nombre de puissances étrangères ne souhaitent pas qu'il y ait effectivement un régime démocratique en Algérie parce qu'il aurait un effet domino. Intéressant cette lecture, Hassan, vraiment très intéressant, parce que ce que tu dis sur la Pologne est très intéressant. Effectivement, sur les Darnaches, ça a réussi. La Pologne aujourd'hui est un pays émergent, pays développé, riche, avec une économie, pays européen, intégré à l'Union européenne, etc. Donc c'est le jeu. Non seulement ils ont aidé Wałęsa, Lech Wałęsa, le grand leader polonais, qui était la figure emblématique justement de cette révolte de Gdansk, mais aussi ils ont été jusqu'à faire désigner un pape polonais pour faire Jean-Paul II, pour faire pression sur à la fois le régime polonais, mais aussi sur le régime soviétique, sur Moscou, qui était le parrain de Hassan, je vais te dire un truc. Et bien là, c'est notre faute. Parce que nous, les Algériens, on a un défaut. يقول لك لا الايادي الاجنبيه لا التدخل الاجنبي ما نروحوش لاوروبا نبقاو بيناتنا وكذا بالك le fait que nous avons un complexe par rapport à l'étranger, nous n'avons pas su utiliser l'arme internationale, la pression internationale. Rappelle-toi de la marche de Bruxelles. Beaucoup d'Algériens disent que là, il ne fallait pas sortir à Bruxelles, etc. Alors que l'exemple polonais que tu viens de citer, un cas illustre lui-même qu'on peut utiliser la pression internationale pour démocratiser son pays et le développer. Nous, les Algériens, la pression internationale étrangère, elle est mal vue, elle est rejetée, elle est critiquée, elle est diabolisée. Est-ce que c'est pas de notre faute aussi? Nous n'avons pas su vendre notre cause à l'étranger. Ça fait partie des petits succès du régime. C'est-à-dire avoir effectivement des appuis au niveau de ces puissances-là. Et ça fait partie aussi de sa propagande, et qui fait que l'Algérien est effectivement allergique à toute intervention, même verbale, des puissances étrangères, lors même que les prises d'opposition vont dans le sens du Hirak. Ça a été le cas, par exemple, je ne me souviens plus de son nom, d'une députée au niveau européen. Mais ça a été aussi le cas d'un certain nombre d'acteurs, on va dire, de la classe politique européenne, française, européenne, de façon générale. Mais c'est vrai que c'est un travail à faire. Je pense qu'il y a lieu de rassurer les partenaires algériens en ce qui concerne le maintien des relations économiques, politiques, culturelles avec ces puissances. Et je pense qu'une Algérie démocratique serait même mieux dans ces relations-là, notamment pour les investissements, les idées, etc. Aujourd'hui, il y a une difficulté pour les investisseurs étrangers en Algérie parce qu'ils ont affaire à un système où ils changent de règles de jeu en plein jeu
et un système où ils ne savent pas exactement à qui s'adresser. Mais j'ai eu l'opportunité dans mon travail de coacher et de former un certain nombre de PDG de grandes entreprises multinationales. Ils me posent la question sur l'Algérie. Quand on en parle, ils me disent on ne peut pas véritablement investir dans votre pays parce que nous n'avons pas d'interlocuteur. Parce que on change le droit tous les 6 mois, tous les ans, etc. Et donc il n'y a pas une stabilité, il n'y a pas une visibilité. Alors qu'avec un système démocratique, il y aura une visibilité parce que précisément il y aura des programmes et ceux qui seront au pouvoir seront élus en fonction du programme qu'ils proposeront aux Algériens. Le débat sera toujours complexe, Hassan, par rapport à l'étranger, mais je ne peux pas clôturer ou conclure ce débat, parce que le débat tout à l'heure, il a commencé avant l'émission entre toi et moi. Une dernière question, est-ce qu'il y a un danger islamiste sur le Hirak? Depuis la fameuse visite de l'Akhdar Bourgaï, de Bouchachi, de Sami Belarbi chez Ali Belhaj, on assiste à des polémiques qui ne cessent d'enfler. Bon, même hier, le procès de Karim Tabou a dit les musulmans Adam, les musulmans la cellule, qu'ils l'ont interprété comme un appel de pied aux islamistes. Bon, on n'est pas là pour juger Karim Tabou, je pense que la polémique elle est stérile, mais à ce niveau-là, on voit comme dans le Hirak certains slogans qui rappellent les slogans des années 90. Certains commencent à s'élever, des voix s'élèvent, ils disent que, attention à cette islamisation du Hirak qui peut capoter le Hirak, qui peut donner peut-être des arguments au pouvoir algérien pour nous diviser, pour le manipuler, etc. Et ça peut faire peur encore plus à cette communauté internationale qui ne soutient pas la démocratie en Algérie. Il y a un danger islamiste ou c'est un fantasme ou c'est une exagération? Vous savez, nous sommes en Algérie dans une situation dichotomique où on essaie par tous les moyens justement de séparer, d'opposer les uns contre les autres, etc. Pour nous, laïcs, évidemment, il y a un danger islamique. Mais pour les islamistes, il y a un danger laïque. Donc, c'est extrêmement important que l'on puisse s'exprimer les uns les autres, que l'on se rassure les uns les autres, qu'on dise, à partir du moment où nous sommes tous pour la démocratie, qu'on se mette d'accord quels sont les fondamentaux de la démocratie. Est-ce que, par exemple, le droit tamazir, le droit des femmes, le droit à la laïcité, le fait que la religion ne soit pas une religion d'État, etc. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Je pense qu'il est important de discuter avec les islamistes. À partir du moment où ils disent qu'ils sont pour la démocratie, au contraire, il faut les pousser à ce qu'ils s'expriment. Moi, je suis pour aller parler avec Ali Belhaj. D'abord, il faut le réhabiliter dans ses droits. C'est un scandale. Dans ses droits civiques ou dans ses droits politiques, Hassan? Dans ses droits civiques et politiques. C'est-à-dire que pour toi, c'est un Algérien qui doit exprimer ses idées civiques, politiques, culturelles, religieuses, etc. Au contraire, plus il les exprime, plus nous pouvons répliquer, nous pouvons lui répondre, etc. Plus il peut avoir un échange. Je pense qu'il faut exclure aucun Algérien. Et les uns les autres, on se regardait comme des chiens de faïence. Même les généraux des années 90, il ne faudrait pas les exclure alors. C'est par exemple Général Touati veut faire de la politique, veut créer un parti. Est-ce qu'on l'autorise ou pas? Est-ce qu'au nom de la démocratie toujours? À partir du moment où une personne qui n'est pas jugée et qui n'est pas interdit justement d'exercer ses droits civiques, il est tout à fait en droit d'exercer effectivement ces droits-là, oui, pourquoi pas. Moi, au contraire, ça m'intéresse d'entendre les anciens généraux parler, parce que ça me donnera justement une idée de la culture des militaires, une idée sur le fait que ces militaires-là ne lâchent pas prise, et je pourrais peut-être comprendre un peu plus l'engrenage. Il faut laisser effectivement ces militaires s'organiser, s'exprimer. Il n'y a aucune raison, c'est des Algériens comme tout le monde, et d'autant plus qu'ils ont de l'expérience. Et je ne vois pas comment on peut les en empêcher. Je ne comprendrai pas ça. Donc moi, je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour le fait qu'on doit échanger, qu'on doit, au contraire, enlever cette méfiance maladive, qu'on arrête de se regarder en chien de faïence comme nous l'avons fait depuis 1990, et qu'on se dise qu'entre Algériens,
eh ben, on a un certain nombre comment dire, de droits. Il faut que chacun soit accepté dans ses spécificités. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis pour l'autonomie personnelle, l'autonomie locale, l'autonomie régionale, l'autonomie des régions, parce que ça permet aux Algériens d'être acteurs là où ils sont. Et ça permet aussi d'empêcher les gens du pouvoir central d'avoir la main mise sur les affaires de l'Algérie sans qu'on puisse les contrôler. Je pense que la régionalisation est un moyen de contrôler l'État, est un moyen justement de décentraliser la décision et de faire travailler les Algériens, parce que chacun aime sa commune, aime sa région, et on doit avoir des possibilités aussi de coopération régionale et de péréquation régionale au niveau des budgets, au niveau notamment aussi des spécificités économiques. Par exemple, on ne peut pas gérer la ville de la même façon quand on est en face d'une région pluvieuse, une région désertique, une région des montagnes, une région des plaines, une région agricole, une région industrielle, etc. Il n'est pas possible de gérer un pays comme l'Algérie, qui est le plus grand pays d'Afrique, de la même façon comme si c'était un mouchoir de poche. Il y a des spécificités régionales, tant du point de vue linguistique, historique, culturel, économique, géophysique, etc. Et donc il faut adapter la politique à la réalité algérienne. C'est à l'État algérien, c'est aux institutions algériennes de s'adapter à la société algérienne et non pas l'inverse. Ce n'est pas à la société de s'adapter aux institutions. Belle conclusion, mon ami Hassan. Merci beaucoup. Merci. Barakallahu fik, ça fait vraiment plaisir. Et ouverture. Bah, c'est notre devise, ouverture. On est ouvert à toutes les tendances à la Koulihal. Tous les Algériens sont les bienvenus sur Algérie. C'était Hassan Hirash avec nous. Merci pour l'invitation. Mahba bik encore une fois, ça nous fait vraiment plaisir d'échanger. J'espère que vous avez apprécié ce débat. Le débat se poursuit sur les réseaux sociaux تاعنا. On vous donne rendez-vous dans le prochain live. Tawala khair, azul flawen. ومرحبا بكم. تawala khair.